As-tu déjà vécu 20 ans avec quelqu'un pour découvrir un jour que tu ne l'avais jamais vraiment connu? J'ai longtemps cru que ma famille était solide. Trois filles dont j'étais fier, une épouse que j'aimais depuis mes 17 ans. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Elle avait gravi les échelons et j'étais toujours là. Son plus grand soutien. Puis un jour, un message. Tu peux rentrer plus tôt, il faut qu'on parle. Je ne le savais pas encore, mais ce moment-là marquait le début de la fin. Elle m'a trahi, pas avec un homme, avec une femme, sa supérieure, une relation secrète soigneusement cachée pendant 8 mois. Je n'en avais aucune idée. J'ai vacillé. Mais pas ma fille aînée. Elle s'est levée, a réuni les preuves, les a traduites en justice et a entraîné dans leur chute toute une société. Et toi, tu te serais-tu ou tu aurais défendu ce qui est juste? C'est une histoire vraie, et ce n'est que le début. Nous nous étions rencontrés au lycée. J'étais un gamin de Clermont-Ferrand. Elle, la brillante venue de Lyon, savait déjà ce qu'elle voulait. Notre premier contact, un pari stupide. Mon ami m'avait lancé de courir embrasser la première fille que je croisais. Je l'ai fait. Elle m'a giflé si fort que j'en ai vu des étoiles. J'ai eu 2 heures de colle. Elle, la satisfaction. Ce n'était pas la fin. Un an plus tard, je l'ai retrouvée, robe de bal trempée, debout près d'une voiture accidentée dans un champ. Je lui ai passé ma veste sans dire un mot. Le lundi suivant, elle est venue me voir à la cantine. Pas de question. Tu m'as sauvé ma soirée. Maintenant, je te dois un ciné. Et juste comme ça, nous sommes devenus inséparables. À travers la fac, les enfants, tout. Nous avons bâti une maison, élevé 3 filles, construit une confiance si profonde que je n'ai jamais remis en question ses soirées tardives, ses voyages d'affaires, ses silences. Avec le recul, j'aurais peut-être dû. C'était juste un jeudi ordinaire. J'étais en réunion quand son message est arrivé. Tu peux rentrer quand? Pas d'emoji, pas de contexte. J'ai répondu. Pourquoi? Elle. Il faut qu'on parle. 5 mots qui m'ont retourné l'estomac. J'ai fixé l'écran. Mon cerveau disait, continue ta réunion. Mais quelque chose en moi s'est figé. Claire, mon assistante, l'a remarqué. Ça va? J'ai hoché la tête. Oui, juste ma femme, un truc à me dire. Elle a levé un sourcil. À 11 heures du matin, on a un collègue à ajouter. Elle n'a pas été un peu distante ces derniers temps. J'ai hésité. Avait-elle? Puis Claire m'a lancé. Attends, pourquoi elle est à la maison? Je croyais qu'elle était à Paris cette semaine. Mes doigts se sont crispés sur mon téléphone. J'ai appelé son bureau, haut-parleur activé. Bonjour, j'essaie de joindre Laurence Dupuis. Silence. Puis la réceptionniste. Madame Dupuis ne travaille plus ici. Elle a été promue il y a 6 mois. Elle est maintenant au siège, à Paris, en congé payé avant de rejoindre un autre poste le mois prochain. Je suis resté muet. 6 mois. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Pourquoi prétendre que tout avait été décidé à la dernière minute? Et pourquoi, bon sang, était-elle déjà en congé? Je lui ai renvoyé un message. Où es-tu en ce moment? Lui ai-je demandé. Elle a répondu aussitôt. Je rentre à la maison. J'ai fixé son message, puis ouvert mon dictaphone, sauvegardé l'appel, et l'ai intitulé Mensonge. A obtenu la promotion. De retour dans mon bureau, je me suis tourné vers Claire. Si ton mari t'annonçait soudain qu'il part vivre dans une autre ville la semaine prochaine et qu'il n'en avait jamais parlé avant, tu penserais quoi? Elle n'a pas hésité. Qu'il cache quelque chose. J'ai hoché la tête. Elle me mentait. Je ne savais juste pas encore jusqu'où ça allait. Quand je suis rentré chez nous, elle était déjà dans la cuisine, trop calme, trop préparée, comme si elle avait répété la scène. Je me change ou ça va être rapide? Ai-je demandé. Ça ne sera pas rapide, répondit-elle. J'ai enfilé un jean, me suis assis. Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des emails d'une certaine Camille Bernard, directrice générale adjointe, sa supérieure. Les messages semblaient formels. On lui demandait de remplacer temporairement quelqu'un. 3 mois, appartement meublé, vol le week-end. Je ne voulais pas, dit-elle, mais je n'avais pas le choix. Je n'y ai pas cru. La chronologie n'allait pas. Où sont les autres mails? Elle a hésité et pris un autre dossier dans sa sacoche, puis son téléphone a sonné. C'est Julien, dit-elle, s'éloignant. Mais sur l'écran, c'était marqué Camille. Pendant son absence, j'ai jeté un coup d'œil dans sa sacoche, presque vide, sauf un petit carnet. Sur la couverture, une adresse à Paris et un numéro de téléphone non répertorié. J'ai pris une photo, puis me suis rassis. Elle n'en savait rien, mais l'enquête avait déjà commencé.
Dès que Laurence est sortie, j'ai envoyé un SMS à Claire. Renseigne-toi sur Camille Bernard. Poste, adresse, tout. Moins de 5 minutes plus tard, elle n'est pas seulement directrice adjointe, elle est la présidente de Gardeau Assurance. J'ai fixé l'écran. La même femme que Laurence couvrait depuis des mois. La même voix à propos de laquelle elle venait de mentir. Elle vit à Paris? Ai-je écrit. Oui, l'adresse que tu m'as envoyée correspond à son immeuble, répondit Claire. Tout s'est resserré dans ma poitrine. Laurence n'avait pas été envoyée là-bas. Elle avait choisi d'y aller. Quand elle est revenue dans la pièce, j'ai demandé. Pourquoi Julien t'appelle depuis le téléphone de Camille? Parce qu'il lui avait emprunté son portable, a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu. Me suis contenté de hocher la tête. À l'intérieur, tout s'est éclairé. Ce n'était pas une mutation soudaine, mais quelque chose de préparé, de personnel, peut-être même d'intime. Et si j'avais raison, ça durait depuis longtemps. J'ai attrapé mes clés. Où vas-tu? Hors d'Aden, demanda-t-elle. Je n'ai pas répondu. Cette fois, j'en avais fini avec les questions. Je suis allé chercher les filles à l'école, sans prévenir. Tout va bien, papa? Demanda Émilie. Oui, j'avais envie de burger. Ça te dit? Nous avons pris des frites, des milkshakes, et nous nous sommes assis au parc. Le soleil filtrait à travers les arbres. Ça aurait dû être paisible. Mais je n'arrêtais pas de scruter leur visage, leur sourire, l'innocence et les mensonges qui nous attendaient à la maison. Maman vous a parlé de voyage pour le travail? Ai-je demandé d'un ton détaché. Les trois se sont figés. Chloé a parlé la première. Quel genre de voyage? Elle a dit qu'elle allait à Paris pour une mission temporaire. Émilie plissa les yeux. Quand est-ce qu'elle te l'a dit? Aujourd'hui, répondis-je. Mais en réalité, elle a ce poste depuis 6 mois. Silence. Sophie, ma plus jeune, posa la question que je n'étais pas prête à entendre. Vous allez divorcer, toi et maman? J'ai secoué la tête. Non. Enfin, je ne crois pas. Alors Émilie, calme mais tranchante. Attends, tu l'as trompée? C'est pour ça qu'elle s'en va? J'ai failli y rire, mais mon cœur se brisait trop pour que ça soit drôle. J'ai pris une profonde inspiration, les regardant toutes les trois. Ces visages que j'avais élevés, protégés, aimés. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Ce n'est pas une preuve en soi, dis-je, mais je veux que vous écoutiez. J'ai lancé l'enregistrement. La voix de la réceptionniste résonna clairement. Madame Dupuis ne travaille plus ici. Elle est en congé. Elle a été promue il y a 6 mois. Elles ont écouté. Personne n'en a parlé. Émilie baissa les yeux vers l'herbe. Chloé serra la mâchoire. Sophie avait l'air perdue. Enfin, Chloé rompit le silence. Donc, maman a menti? J'ai hoché lentement de la tête. Au minimum, elle ne nous a pas dit la vérité. Sophie leva les yeux. Pourquoi elle nous cacherait ça? Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. À l'aube, j'ai trouvé Émilie déjà installée à la table de la cuisine, ordinateur ouvert, cahiers de notes éparpillés. Elle leva les yeux, calme, trop calme. Papa, dit-elle doucement, est-ce que j'ai l'âge pour porter plainte? J'ai cligné des yeux. Quoi? S'il y a des motifs juridiques, est-ce que je peux engager une action civile? Pas en tant que ta fille, mais en mon nom propre. Je me suis assis en face d'elle. Émilie, d'où ça vient? Elle fit glisser un dossier vers moi. Notes manuscrites, captures d'écran, documents scolaires. Avec ta permission, je prends le droit en option depuis 2 ans. Elle inspira. Si maman et Camille ont enfreint le règlement de l'entreprise, si les RH savaient et n'ont rien fait, on a un levier. Je la regardais, ma petite fille qui portait autrefois des chaussures à paillettes et courait après les papillons, me fixant maintenant avec les yeux d'une jeune avocate. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose. Il ne s'agissait plus seulement d'une trahison. C'était une guerre. Papa, dit Émilie, j'ai trouvé quelque chose. Elle tourna son écran vers moi. 2 profils Facebook. Même photo, même femme, ma femme. Le premier compte, notre famille, nos photos, notre vie. Le second, aucune mention de moi, aucune mention de nos filles. Un seul statut, en couple avec Camille Bernard. Je me suis penché. Les dates ne mentaient pas. 8 mois de check-in, de mentions j'aime, de citations romantiques, tout en phase avec l'activité de Camille. J'ai senti quelque chose couler dans ma poitrine. Elle sait créer une seconde vie, murmura Émilie. Et dans cette vie, nous n'existons pas. Je ne pouvais pas parler, pas même détourner les yeux de l'écran. Puis Chloé, debout derrière nous, le dit tout haut.
Alors, on n'était qu'une couverture? Émilie se tourna vers moi, le regard dur, la voix plate. Papa, si elle nous a effacés là-bas, peut-être qu'elle n'a jamais eu l'intention de revenir. Ce soir-là, nous avons convoqué une réunion de famille. J'ai tout imprimé. Les emails, l'historique d'appel, le profil en double, les photos. Nous avons siégé en silence. La table entre nous, chargée de preuves. Chloé parla la première. Elle nous a supprimés de son autre vie. Sophie hocha la tête, les larmes aux yeux. Mais pourquoi revenir chaque week-end? Pour faire semblant, répondit Émilie, voix ferme. Juste assez pour entretenir l'image, en attendant de demander le divorce. J'ai serré les poings. Elle voulait que j'apparaisse comme celui qui avait tout brisé. Personne ne protesta. Alors Émilie se tourna vers ses sœurs. On a des options. Responsabilité civile, préjudice moral, détournement de ressources de l'entreprise, violation du règlement interne. Elle sortit un bloc-notes. J'ai rédigé des pistes juridiques possibles pour chacune d'entre nous. Je les observais. 3 filles que j'avais autrefois portées sur mes épaules, portant désormais le poids de la vérité mieux que moi. Puis Émilie me regarda droit dans les yeux. Papa, à partir de maintenant, laisse-moi gérer le juridique. Les 48 heures suivantes furent consacrées à établir un plan. Émilie effaça le tableau blanc de la cuisine et inscrivit des rubriques. Laurence, Camille, Gardeau, Assurance, Politique RH, Preuve publique. Sophie rassembla les captures d'écran. Chloé reconstitua la chronologie, publication Facebook contre voyage professionnel. Moi, j'appelais mon père. Nous avons engagé un détective privé l'après-midi même. Téléphone éteint, ligne prépayée. Émilie créa même des adresses e-mail jetables pour qu'aucune piste ne remonte à nous avant d'être prêt. Au dîner, je remarquai le changement. Elle ne pleurait plus, elle les calculait. Sophie murmura. « Tu crois que maman nous a vraiment aimés? » Personne ne répondit. Émilie brisa le silence. Elle a aimé la version de nous qui ne posait pas de questions. Cette nuit-là, pendant que la maison dormait, elle resta éveillée à taper. En passant devant sa chambre, j'aperçus l'écran. Une plainte rédigée intégralement. Elle se préparait pour le tribunal. Pas plus tard, maintenant, le détective envoya son premier rapport. Photos, reçus, relevés horaires. 8 mois, pas 2, pas 3, 8. Maintenus dans des bars, week-ends à Paris, même des achats en boutique pour adultes avec leurs 2 noms sur le reçu. Je fixai les images, mais ce qui me frappa le plus fut l'appel de mon père. Ils ont dit à sa famille que c'est toi qui as trompé, dit-il. Ma gorge se serra. Quoi? Ils disent que tu avais une liaison pendant qu'elle travaillait tard, qu'elle a essayé de sauver le mariage, mais que tu as refusé la thérapie. Je me suis assis, le regard perdu vers le sol. 20 ans de fêtes, de repas, de vacances avec ses parents, effacés en un paragraphe. Émilie entra, vit mon visage. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui tendis l'email imprimé, envoyé par le frère de Mira. Elle le lut en silence, puis murmura. Ils ne se contentent pas de la protéger. Ils participent à te détruire. Elle ne broncha pas, ne pleura pas. Elle replia l'email et dit « D'accord, on va rendre ça public bientôt, mais pas trop bruyamment pour l'instant. » Le lendemain, elle finalisa la plainte sur son ordinateur. Dossier complet, capture d'email interne, preuve Facebook, chronologie des violations, plainte rédigée contre Gardeau Assurance, le tout formaté juridiquement, tout sourcé. Le soir, elle créa une nouvelle adresse Gmail, jetable, sans trace. Elle ouvrit une liste intitulée « Gardien des médias », 26 noms, tous nationaux. Elle tapa une seule ligne en objet. 3 mineurs défiant le monde de l'entreprise. Puis elle joignit tout. Avant d'appuyer sur « Envoyer », elle se tourna vers moi. Une fois que c'est envoyé, plus personne ne contrôle rien, dit Émilie. J'ai acquiescé. Elle a cliqué. Et juste comme ça, Gardeau Assurance avait 12 heures avant que la presse n'explose. À 11 heures, le premier titre est tombé. Puis un deuxième. Puis 20 autres. La présidente d'entreprise accusée de liaison avec l'épouse d'une employée. Des adolescentes portent plainte contre Gardeau Assurance. Trahison privée, scandale public. Les présentateurs débattaient de l'éthique. Les podcasteurs disséquaient la chronologie. Les forums en ligne s'embrasaient de colère. Les standards de Gardeau étaient saturés. Les assurés exigeaient des explications. L'action chutait de 8% à midi. Dans la salle du conseil, c'était la panique. Camille Bernard, autrefois intouchable, restait pâle, silencieuse. Laurence, assise à côté, fixait son nom qui défilait sur l'écran télé. Puis le téléphone de Camille vibra.
Elle regarda, se figea. Mon père vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil, dit-elle. Laurence murmura. Il sait. La mâchoire de Camille se crispa. Il sait tout. De l'autre côté de la ville, j'ai reçu un appel de Madame Morel, la conseillère scolaire. Monsieur, nous avons 3 équipes de télévision devant le lycée. Elles demandent à voir vos filles. J'ai soupiré. C'est le moment. Puis j'ai regardé Émilie. Prête? Elle a souri. Pas cruellement, pas amèrement, juste avec certitude. Allons rendre ça officiel. 10 caméras, 3 micros, des dizaines de regards. Émilie se tenait entre Chloé et Sophie. Moi, derrière elle, silencieux, présent, fier. Elle avança, fixa les caméras, parla distinctement. Nous avons découvert que notre mère, Laurence Dupuis, menait une double vie. Pendant 8 mois, elle nous a menti, à nous, à notre père, à notre famille. Elle prétendait travailler alors qu'en réalité, elle entretenait une relation amoureuse avec sa supérieure, Camille Bernard. Elles vivaient ensemble à Paris, publiquement, sur les réseaux sociaux. Elles nous ont simplement effacés. Plus de photos de nous, plus de mentions de nos noms. Dans cette vie-là, elles sont mariées et nous n'existons pas. Un silence saisissant tomba derrière les caméras. Les journalistes, figés, suspendirent leur stylo. Émilie continua. Alors nous nous sommes demandé, si nous ne faisions pas partie de sa vraie vie, alors qu'étions-nous? Une façade? Un scénario? Notre père n'était-il qu'un figurant? Elle inspira, calme, implacable. Nous poursuivons Camille Bernard et Gardaud Assurance pour faute éthique, préjudice moral et violation des règles internes. Et nous le faisons ensemble, en tant que sœurs, en tant que filles et en tant que citoyennes. La diffusion tourna en boucle tout l'après-midi, les extraits de la voix d'Émilie, de ses yeux, de sa dernière phrase. Elle a essayé de nous effacer, alors nous avons effacé notre silence. En ligne, le soutien afflua. Les hashtags montèrent en tendance. Hash on existe. Effacer les mensonges. Hash sœur Dupuis. Le soir, l'histoire passa au journal national. Laurence la regarda depuis une chambre d'hôtel à Paris, le visage pâle, les doigts tremblants. Camille voulut parler, mais Laurence secoua la tête. Puis son téléphone sonna. « Papa, répondit-elle. « Bonjour, papa. » Silence, gaz, puis sa voix glaciale, définitive. « Nous avons vu le reportage, Laurence. Les documents, les mensonges, le second profil. Tes filles ont raison. » Elle murmura. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Non, tu as déjà tout expliqué aux médias. Tu leur as dit qui tu étais. Alors laisse-nous, nous aussi, être clairs. Pour cette famille, Laurence, tu es morte. » Clac, appel terminé. Camille tendit la main vers elle, mais Laurence ne bougea pas. Elle ne parla pas. Elle fixa simplement l'écran noir et murmura. « Qu'est-ce que j'ai fait? » Le samedi matin, nous avons fait nos valises en silence, méthodiquement. Des cartons étiquetés par pièce, jamais par nom. Nous avons laissé derrière nous le cadre argenté dans le couloir. La photo de mariage. Émilie l'a regardée une fois, puis s'est détournée. Je n'ai posé aucune question. Les filles ont chacune rempli une seule valise. Tout le reste est parti en garde-meuble. Je suis resté un moment dans la chambre parentale, là où nous avions élevé nos bébés, disputé, traversé ensemble les maladies, les joies, les tempêtes. Maintenant, ça sentait la poussière. Et le mensonge. Sophie, ma plus jeune, était dans l'embrasure de la porte. « Papa, on prend les albums de famille? » J'ai marqué une pause. « Non, laisse-les. Qu'elles reviennent à des cendres. » Au coucher du soleil, nous avons fermé la porte à clé. J'ai remis la clé à Anne Michel, notre agente immobilière. Elle a hoché la tête sans poser de questions. À l'autre bout de la ville, Laurence réservait son vol-retour, arrivé prévu dimanche matin. Son plan, revenir, expliquer, négocier. Mais quand elle arriverait, la maison serait vide, les murs nus, et au centre du salon, seulement un tas de photos déchirées et tout ce que ses filles ne voulaient plus. Laurence est arrivée juste avant midi. Elle a pris un taxi depuis l'aéroport. Aucun message, aucun avertissement. Elle s'attendait à une confrontation, peut-être des cris, peut-être des larmes. À la place, en ouvrant la porte, rien. Le salon vide, les murs nus, la table de la salle à manger disparue. Pas de chaussures près de l'entrée. Pas de rires à l'étage. Pas d'odeur de repas flottant dans l'air. Au centre du sol, un tas de photos déchirées, cadres brisés, lettres réduites en lambeaux. À côté, un carton. Dedans,
des cartes d'anniversaire qu'elle avait écrites, des bijoux qu'elle avait offerts, des dessins des filles quand elles étaient petites, froissés, pliés, rendus. Sa main tremblait en sortant d'un dessin. Écriture maladroite d'enfant. Maman est mon héroïne. Les larmes montèrent, hein, mais personne n'était là pour les voir. Elle tomba à genoux et pour la première fois depuis le début, Laurence Dupuis n'avait plus personne à qui mentir. La nouvelle maison n'était pas grande, mais elle était à nous. Peinture fraîche, murs vides, souvenirs neufs à inventer. Les filles ont choisi leur chambre. Sophie prit celle baignée de lumière le matin. Chloé voulut celle donnant sur le jardin. Émilie demanda seulement un bureau près d'une fenêtre. Nous avons commandé des plats à emporter, mangé par terre, ri pour rien, et pour la première fois depuis des semaines, nous avons respiré. Puis mon téléphone a vibré. Appel de Laurence, puis un deuxième, puis messagerie. Ensuite un SMS. Pourquoi tu fais ça? On devait parler. J'ai fixé l'écran, puis supprimé le message et bloqué le numéro. Un autre message est arrivé, cette fois d'un numéro inconnu. Tu crois pouvoir me faire passer pour la méchante? J'ai tout abandonné pour elle. Et maintenant tu joues la victime. Je n'ai pas répondu. Mais je reconnaissais ce ton, cette panique, ce besoin de tordre la vérité. Et je savais ce qui allait venir ensuite. Elle n'en avait pas fini. Elle devenait simplement désespérée. Comme son numéro était bloqué sur le mien, Laurence changea de tactique. Elle écrivit d'abord à Chloé. On peut parler? Tu me manques. Puis à Sophie. Ne crois pas tout ce que ton père te dit. Enfin à Émilie. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être à ma place. Aucune réponse. Elle réessaya. Messages vocaux, enregistrements en larmes, photos d'anciens anniversaires, même une image de nous quatre lors d'un voyage à la mer, il y a des années. Toujours rien. Jusqu'à ce qu'un soir, Émilie décroche. Émilie, ma chérie, ne m'appelle pas comme ça. Silence. Tu as eu l'occasion de nous dire la vérité. Tu as eu la chance de partir avec dignité. Tu as choisi de mentir. Et tu n'as pas seulement trompé papa, tu nous as abandonnés. Laurence se mit à pleurer, mais la voix d'Émilie resta ferme. Nous ne sommes plus tes filles, maman. Nous sommes juste les personnes que tu as laissées derrière toi. Elle raccrocha. Et cette fois, Laurence ne rappela plus. Le palais de justice sentait le bois ancien et la tension. Je m'assis à côté de mon avocat, cravate légèrement de travers. Je n'avais pas beaucoup dormi. Aucune de nous ne l'avait fait. De l'autre côté, Camille Bernard, encadrée par deux avocats du cabinet qu'elle finançait autrefois, et Laurence, essayant d'avoir l'air calme, mais clignant des yeux trop vite. Le juge entra. Les noms furent appelés. Les plaidoiries d'ouverture commencèrent, puis vint la phase de découverte. L'avocat de Camille se pencha, fit glisser un dossier sur la table. Les défendeurs soumettent les dossiers d'emploi, correspondance personnelle et évaluation éthique. L'avocat me représenta, acquiesça et commença à feuilleter. Mais avant qu'il ne parle, Émilie se leva. Elle s'avança vers la table. De son sac à dos, elle sortit un classeur noir, épais, indexé, étiqueté. Je souhaite soumettre un dossier complémentaire indépendant, dit-elle, avec horodatage, preuves numériques et références croisées avec le règlement interne. La salle se figea. Le juge la regarda par-dessus ses lunettes. Vous êtes Émilie Dupuis, fille du plaignant, étudiante en droit, contributrice à la recherche de ce dossier. Elle posa le classeur avec soin. L'avocat de Camille étendit la main, hésita. Alors Émilie déclara « Les pages 42 à 57 présentent les violations de politique commises sous la supervision directe de Camille Bernard, y compris des voyages facturés à l'entreprise à des fins personnelles. » Silence absolu. Le juge acquiesça, accepta la pièce. Je ne pouvais que fixer ma fille, les yeux écarquillés, la poitrine pleine, le cœur brisé encore une fois, mais cette fois par la fierté. Camille se renfonça dans son siège, bras croisés, mâchoires serrées, essayant de donner l'impression que ce n'était qu'une audience parmi d'autres. Mais le classeur d'Émilie changea tout. Page 43. Facture d'hôtel pour deux. Page 45. Billets d'avion facturés en développement client. Page 49. Message entre Camille et Laurence, utilisant des comptes professionnels pour planifier des week-ends soi-disant stratégiques. L'atmosphère de la salle changea. L'avocat de Camille se pencha, chuchota vite. Elle ne répondit pas, fixant droit devant elle. Puis, derrière, le directeur juridique de Gardot Assurance entra, s'assit discrètement à côté du substitut du procureur et sortit sa propre copie du classeur. Camille le remarqua, ses yeux bougèrent,
Puis son propre avocat se tourna vers elle et murmura. Il vous lâche. Gardeau ne finance plus votre défense. Camille se figea. Laurence se pencha vers elle. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Camille ne répondit pas, ne la regarda même pas. Elle se leva, recula, quitta la salle sans un mot. Laurence, elle, regarda autour d'elle. Pas d'avocat, pas de Camille, pas de bouclier d'entreprise. Juste une chaise. Et en face, 4 personnes qui avaient autrefois été tout son monde. La salle d'audience était silencieuse. Laurence prit place à la barre. Pas d'avocat à ses côtés, pas de Camille en vue, juste elle et nous. Le juge hocha la tête. Vous pouvez commencer. Émilie se leva. Elle ne haussa pas la voix, n'exprima pas de colère. Elle ouvrit simplement son dossier. As-tu entamé une relation personnelle avec Camille Bernard alors que tu étais encore marié à mon père? Laurence hésita. C'était compliqué. Oui ou non, maman? Laurence baissa les yeux. Oui. Un murmure discret parcourut la salle. Émilie tourna la page. Nous as-tu jamais informé, tes enfants, de ton intention de quitter notre famille avant que nous découvrions cette relation? Non, j'attendais le bon moment. 8 mois, et tu n'en as pas trouvé un seul? Laurence la regarda, les yeux humides. La voix d'Émilie baissa d'un ton. Dernière question, et tu ne peux pas mentir parce que nous savons déjà la réponse. Elle fit un pas vers elle. Le juge leva les yeux vers nous. Mesdemoiselles, vous pouvez vous exprimer. Chloé s'avança la première, le dos droit, la voix calme. Je ne te déteste pas, maman. Je ne te crois plus. Et je pense que c'est pire. Elle regagna sa place sans se retourner. Puis Sophie se leva, à peine 15 ans, la voix petite mais tranchante. Tu as manqué mon récital. Tu m'as dit que tu avais un dîner avec un client, mais j'ai vu les photos. Tu étais dans un bar de jazz avec elle. Et tu souriais sur cette photo plus que je ne t'ai jamais vu sourire avec moi. Une pause. Je n'ai pas cessé de t'aimer, maman. C'est toi qui as cessé d'être quelqu'un que je pouvais aimer. Elle se rassit, les larmes dans le creux de ses mains, pas sur son visage. Enfin, Émilie. L'air semblait plus froid quand elle avança, mais son ton était chaud, presque nostalgique. Tu me coiffais avant l'école. Tu faisais du pain perdu le samedi matin. Tu as pleuré quand j'ai été admise à l'université. Et puis tu as effacé tout ça. Pas seulement avec tes mensonges, mais avec tes choix, ton silence, ta seconde vie. Une grande inspiration. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te punir. Je suis là pour enterrer la version de toi que j'espérais voir revenir. Elle se tourna vers le juge. Nous ne voulons pas de vengeance. Nous voulons simplement que ce soit inscrit au dossier. Nous n'avons jamais été le problème. Nous étions juste les personnes qu'elle a laissées derrière. Laurence resta figée, la bouche entr'ouverte. Pas de défense. Parce que comment lutter contre la vérité quand elle prend la voix de ses propres enfants? Quand tout se termina, personne n'applaudit. Pas de coup de marteau dramatique, juste les mots du juge. Ce tribunal reconnaît le préjudice émotionnel et éthique subi. Les déclarations des plaignantes seront inscrites au dossier. Laurence ne nous regarda pas. Elle ne nous suivit pas quand nous nous sommes levés pour partir. Elle resta là, seule, fixant la table où sa seconde vie venait de s'effondrer. Nous avons franchi le couloir. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, étrangement douce, presque apaisante. Chloé prit ma main. Sophie suivit. Émilie marchait devant, tenant son classeur comme un bouclier silencieux. Dehors, le monde avait l'air identique, mais à l'intérieur de nous, tout avait changé. Pas parfaitement, pas complètement guéri, mais changé. Nous nous sommes arrêtés sur un banc, près du parking. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo de nous 4, sans filtre, sans pause, juste le présent. C'était notre première nouvelle photo de famille, et cette fois, personne ne manquait. 2 semaines passèrent. Aucun contact, aucun appel, aucune nouvelle. Puis, un jeudi soir, elle est venue. Laurence, les cheveux attachés, sans maquillage, le visage amaigri, creusé, les yeux cherchant quelque chose de depuis longtemps disparu. Elle n'a pas frappé. Elle est restée dehors, derrière la grille, tenant une petite enveloppe blanche. Elle regardait les lumières vaciller à l'intérieur, entendait les rires venant de la cuisine, mais personne ne la vit. Ou peut-être, personne ne l'a reconnue. Elle s'est agenouillée, a posé l'enveloppe sur le paillasson, puis a reculé. Elle a attendu. 1 minute, 3, 5, rien. Aucune porte ne s'est ouverte. Aucun rideau n'a bougé. Enfin, elle a murmuré « Je suis désolée ».
À personne, puis elle s'est retournée, a marché lentement, comme un fantôme sans destination. Derrière elle, une brise douce a traversé le perron, soulevant l'enveloppe. Elle a tournoyé une fois, deux fois, puis a dérivé vers la rue, et sous les roues d'une voiture qui passait. Le papier s'est froissé, l'encre a bavé, et les excuses de Laurence Dupuis ne furent jamais lues. Un an n'avait passé. Pas de lettres, pas d'appel, pas de signe de Laurence. Nous n'avons pas célébré l'anniversaire. Nous l'avons juste traversé. Ce dimanche-là, nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville, le même où le Laurence nous emmenait quand nous étions petites. Chloé avait apporté son appareil photo. Sophie portait la vieille veste en jean qu'elle volait autrefois dans l'armoire de maman. Émilie avait un petit carnet aux pages blanches. Autour d'un café, nous avons parlé travail, études, vie. Puis Chloé a posé la question la première. Vous pensez qu'elle va bien? Personne n'a répondu immédiatement. Sophie a remué son thé. Je pense qu'elle nous manque. Émilie leva les yeux, calme. Je pense qu'elle regrette d'avoir perdu le contrôle, mais pas assez pour réparer ce qu'elle a fait. Puis elle a ouvert son carnet. Sur la première page de il par une seule phrase. Nous sommes plus que ce qu'elle a brisé. Nous sommes restés silencieux un moment. Personne n'a pleuré, car ce n'était plus une question de douleur. C'était une question de mémoire, de perspective, de croissance. Nous ne lui avions toujours pas pardonné. Pas complètement. Peut-être jamais. Mais pour la première fois, nous ne la portions plus. Et c'était de la liberté. C'était une soirée tranquille. Les filles étaient sorties, la maison silencieuse, fenêtre ouverte. Je me suis assis à la vieille table de cuisine, la seule chose que j'avais gardée. J'ai pris une feuille de papier. J'ai écrit « Laurence ». Puis je me suis arrêté. Les mots sont venus lentement, non pas de la colère, mais d'années à les retenir. Je t'ai aimé plus longtemps que je ne te l'ai jamais dit. Je t'ai défendu plus que je ne me suis défendu moi-même. J'ai cru en nous, même quand j'ai cessé de croire en moi. Mais tu n'as pas seulement quitté ma vie. Tu as laissé notre histoire inachevée et tu as essayé d'effacer les chapitres que nous avons vécus comme s'ils étaient des erreurs. Ils ne l'étaient pas. Ils étaient réels, chaotiques, beaux, imparfaits, mais ils étaient à nous. Et malgré tout, je ne te hais pas. Je ne t'attends simplement plus. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans une enveloppe vide, sans nom, sans timbre. J'ai ouvert un tiroir, l'ai déposée dans une petite boîte à côté d'une photo des filles. Puis j'ai refermé le tiroir, et avec lui, j'ai fermé la partie de ma vie qui attendait encore des excuses. La maison était redevenue silencieuse. Émilie était assise dans sa chambre, la lumière filtrant à travers les stores entr'ouverts, ordinateur portable ouvert, boîte de réception clignotante. Objet, décision d'admission, faculté de droit de l'Université de la Sorbonne. Elle fixa l'écran, les mains stables, la respiration courte. Elle cliqua. Une barre de chargement. Puis, félicitations. Nous sommes heureux de vous offrir l'admission au programme de Master en droit. Elle se figea, puis elle sourit. Pas largement, pas dramatiquement, juste avec paix. En bas, je préparais du café. Elle entra pieds nus, les yeux brillants, me tendit l'écran sans dire un mot. J'ai lu 2 fois, puis j'ai levé les yeux. « Oh, tu l'as fait », ai-je murmuré. Elle secoua doucement la tête. Nous l'avons fait. Je l'ai serré plus longtemps que jamais, parce que je savais que ce n'était pas seulement une histoire d'école de droit. C'était une histoire de justice, de guérison, de devenir quelque chose de plus grand que la douleur. Et à cet instant, j'ai vu un futur où plus jamais une voix comme la sienne ne serait réduite au silence. Les images étaient brutes, granuleuses. Certains plans tremblaient, d'autres étaient muets, mais tout était réel. Chloé était assise à son bureau, casque sur les oreilles, les yeux fixés sur la timeline. Extraite du discours d'Émilie, la salle d'audience, la maison vide, de vieilles vidéos de famille, maman coiffant Sophie, papa nous portant toutes les trois sur son dos, code fondu au noir, un écran noir, un titre blanc. Après son départ, elle n'a pas pleuré en montant, elle n'a pas fait de pause, elle a construit, image par image, souvenir par souvenir. En passant devant sa porte, je l'ai vue, moi tenant la main de Sophie dans notre nouvelle maison, un lent zoom avant. Puis une voix off, celle de Chloé. Nous ne sommes pas l'histoire de ce qui nous a brisés. Nous sommes l'histoire de comment nous avons continué à marcher. Au dîner, elle l'a annoncé. Je vais le soumettre à des festivals indépendants.
Sophie a écarquillé les yeux. Émilie a souri. J'ai demandé « Dans quelle catégorie ?» Elle a répondu doucement « Documentaire et peut-être guérison ». Ce soir-là, en repassant devant son bureau de montage, j'ai vu à l'écran une photo de nous quatre, riant sur le perron. L'image disparaissait lentement, puis revenait plus forte. Parce que notre histoire n'était pas terminée. Elle était enfin racontée. Il pleuvait, doucement, régulièrement. Sophie était assise près de la fenêtre, carnet ouvert, stylo avançant lentement. Elle n'écrivait pas souvent, mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Elle a titré la page « Cher moi » puis a écrit « Je sais que sa voix te manque, la façon dont elle prononçait ton prénom quand tu étais malade. Je sais que parfois tu attends encore, pensant qu'elle va peut-être revenir à l'école, préparer un gâteau à la banane ou se souvenir de ton anniversaire. Je sais à quel point il est difficile de ne pas demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais voici la vérité, et je veux que tu y crois. Tu n'as rien fait de mal. Tu étais suffisante. Tu étais gentille. Tu étais bruyante, joyeuse, et parfois effrayée. Et tout cela était bien. Elle n'est pas partie parce que tu as échoué. Elle est partie parce qu'elle n'a pas su voir ce qui brillait déjà. Alors ne rétrécis pas pour être visible. Ne t'adoucis pas pour être choisi. Ne disparais pas pour être aimé. Tu es encore là et tu es toujours toi. Et c'est plus que suffisant. Elle signa. Avec amour, Sophie, la version qui connaît enfin sa valeur. Puis elle plia la page, la glissa dans une petite boîte sous son lit. Elle ne pleura pas. Elle sourit, comme quelqu'un qui a fait la paix avec le miroir. Et à l'étage, je jurerais avoir entendu des rires, légers, libres. Parce que ce soir-là, ma plus jeune fille était rentrée chez elle, à elle-même. C'était un jeudi soir. La brise était fraîche dehors. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf celle au-dessus du canapé du salon. Je lisais. Émilie entra avec un chocolat chaud. Chloé suivit, tenant son appareil photo comme toujours. Sophie arriva en dernier, pieds nus, silencieuse mais souriante. Personne ne parla d'abord. Puis Émilie me regarda. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, papa? Je posais le livre. Chloé intervint. Je pensais demander une bourse pour un court-métrage. Peut-être tourner quelque chose à l'étranger. Sophie hocha la tête. Moi, j'aimerais essayer l'école d'art. Je ne sais pas encore où, quelque part avec de la neige. Je les ai regardées. Trois filles qui autrefois s'accrochaient à moi comme à une bouée de sauvetage et qui étaient maintenant des navires à part entière. Où que vous vouliez aller, dis-je, je vous aiderai à préparer vos valises. Oh, ça y est, elles ont ri. Pas fort, doucement, vraiment. Nous sommes restés là un moment, parlant de l'avenir, pas du passé. Plus de « tu te souviens quand maman », plus de « et si », juste des projets, des rêves, de la paix. J'ai posé ma main sur le genou de Sophie, l'épaule d'Émilie, le poignet de Chloé. Quoi qu'il arrive, ça reste nous. Elles ont acquiescé, et à cet instant, j'ai cessé de survivre. Nous avons commencé à vivre. L'enveloppe est arrivée sans adresse de retour, seulement le nom d'un cabinet d'avocats, tamponné, propre. Je l'ai ouverte sur le comptoir de la cuisine. Les filles étaient à l'étage. À l'intérieur, 3 pages, tapées de manière formelle, provenant du représentant légal de Laurence. Objet? Renonciation aux droits parentaux et retrait de l'autorité parentale. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, puis je me suis assis. Elle stipulait renoncement complet à toute revendication parentale, reconnaissance légale de l'abandon émotionnel, transfert de toute décision parentale à moi, sans contestation. Clause finale, aucun autre contact ne sera initié. En bas, une signature tremblante. Laurence et Dupuis. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souri, j'ai juste respiré. Plus tard dans la soirée, je l'ai dit aux filles. Émilie la lut en silence. Chloé ne posa aucune question. Sophie murmura « Alors, elle est vraiment partie maintenant ?» J'ai acquiescé. Elle a lâché prise. Personne n'a dit bien. Personne n'a dit enfin. Nous n'avons pas trinqué. Nous n'avons pas pleuré. Nous sommes juste restés là ensemble. Parce que ce n'était pas une fermeture. C'était une libération. Et parfois, la liberté ne vient pas avec une porte qui claque, mais avec l'absence de quelqu'un derrière. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil, pas celle, dure et aveuglante, mais une lumière chaude, dorée, glissant sur le sol du couloir comme une vieille amie. En bas, quelqu'un préparait du café. J'ai entendu le tintement des cuillères, puis des rires, légers, familiers.
Je suis entré dans la cuisine. Chloé faisait sauter des crêpes. Sophie était assise en tailleur sur le plan de travail, fredonnant. Émilie tenait une liste de courses. Papa, on a besoin de plus de lait d'avoine? Ou c'est juste Chloé qui exagère encore? Chloé a esquissé un sourire. C'est pour l'esthétique, merci. Nous avons tous ri. Personne n'a parlé du tribunal. Personne n'a mentionné Laurence. Personne n'a regardé son téléphone avec la gorge serrée. Le monde extérieur continuait de tourner. Les factures arrivaient toujours. Les échéances existaient toujours. Mais ce matin-là, rien n'avait besoin d'être réparé. Rien ne semblait brisé. Nous avons mangé ensemble, parlé de films, débattu de musique. Sophie a mis quelque chose d'horrible sur son enceinte juste pour nous agacer. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, j'ai regardé autour de la table et j'ai compris. C'est ça. Pas ce que nous avions avant, mais ce que nous avons construit et ce que nous gardons. Et c'est là que j'ai compris. La paix n'arrive pas avec des fanfares. Elle s'installe quand on est trop occupé à vivre pour la craindre. L'amphithéâtre comptait plus de 100 étudiants. Première année de droit, présentation demi-semestre. Sujet: éthique, impact et précédent dans le monde réel. Le nom d'Émilie figurait en dernier sur la liste. Elle portait un blazer noir, les cheveux attachés, sans node, juste une clé USB et le poids de la vérité dans les yeux. Elle s'avança, brancha la clé. Un seul diaporama apparut. Une photo, 4 personnes sur un perron. Aucun texte, juste nous. Puis elle se tourna vers la salle. On m'a demandé de choisir un dossier, un article de loi, un titre de presse, mais j'ai choisi quelque chose de plus pertinent, de vivant. Voici ma famille. Il y a un an, nous avons été brisés par une trahison. Pas seulement émotionnelle, mais éthique. Nous avons affronté une entreprise, une dirigeante, une zone grise juridique qu'aucun manuel ne m'avait préparé à affronter. Mais nous n'en sommes pas sortis avec de la vengeance. Nous en sommes sortis avec de la documentation, avec une voix, avec une présence. Et ce que j'ai appris n'était pas seulement un précédent juridique, c'était ceci. Elle désigna la photo, nos visages fatigués, en train de guérir ensemble. La justice n'est pas froide, elle n'est pas distante. Elle commence dans la cuisine, à table, devant le miroir. Elle commence quand on arrête de fuir la vérité et qu'on choisit d'y faire face. Silence. Puis un applaudissement. Puis un autre. Bientôt, toute la salle était debout. Pas pour la performance, mais pour la force de quelque chose de réel. Plus tard dans la soirée, elle m'appela. Papa, dit. Oh oui, oui, oh, papa, dit-elle d'une voix douce. Je n'ai pas seulement parlé pour nous. Je crois que j'ai donné à quelqu'un d'autre la permission de parler aussi. Et je savais qu'elle n'étudiait plus seulement le droit. Elle devenait ce dont le monde avait vraiment besoin. Une voix de vérité qui se souvient d'où elle vient. Le mail arriva un lundi matin. Un studio documentaire indépendant de Lyon avait vu le court-métrage de Chloé lors d'un festival local. Il voulait l'élargir. Vrai budget, vraie plateforme. Elle accepta. Le jeudi, elle était dans un petit studio, casque sur les oreilles, la souris glissant sur la timeline. Des images de nous, de couloirs vides, de la voix de Laurence, déformée par d'anciens messages vocaux. Sa mentor, Élise, une monteuse discrète, au regard perçant, la cinquantaine, l'observait en silence. Après 2 heures, Élise parla. « Tu as un œil incroyable pour le silence, pour ce qui n'est pas dit. » Chloé sourit, Élise se pencha. « Mais je dois te demander, pourquoi toutes les séquences de ta mère sont-elles si lointaines? Jamais en gros plan, jamais plein cadre. » Chloé cligna des yeux. Élise n'insista pas et demanda presque doucement « Es-tu prête à raconter son histoire? » Sans la punir? Silence. À l'écran, Laurence apparut, floue, se détournant d'un taxi, un instant que Chloé avait presque supprimé. « Je ne veux pas qu'elle ait l'air innocente, » murmura-t-elle. Élise hocha la tête. « C'est juste. Mais veux-tu qu'elle ait encore l'air humaine? » Chloé fixa l'écran, la souris figée, une boule dans la gorge, puis répondit doucement. « Je crois que je suis fatiguée de la haïr. Ça prend trop de place. » Ce soir-là, elle ajouta une nouvelle scène, une photo fixe de Laurence des années plus tôt, tenant Sophie bébé dans ses bras et riant. Pas de légende, pas de musique, juste la vérité telle qu'elle était. Et peut-être, pour la première fois, c'était suffisant. Sophie n'avait pas peint depuis des mois. Pas depuis le tribunal, pas depuis cet adieu qui n'avait jamais eu de mots. Mais un week-end, en passant devant sa chambre, j'ai senti l'odeur de l'acrylique.
À l'intérieur, Sophie se tenait devant le chevalet, concentrée, les mains tachées de gris et de bleu, la toile à moitié couverte. Je me suis appuyé contre l'encadrement. Tu travailles sur quoi? Elle ne s'est pas retournée. Juste un visage. Je me suis approché, puis je me suis arrêté net. C'était celui d'une femme, cheveux attachés, yeux fatigués, la bouche figée entre un sourire et un silence. C'était Laurence. Pas la version parfaite, pas le souvenir retouché. La vraie. Une femme incertaine, un peu brisée, un peu perdue. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée ombrer autour des yeux, avec une délicatesse qui ressemblait à du pardon. Tu la détestes moins maintenant? Ai-je demandé. Sophie haussa les épaules. Je ne sais pas. Je crois que j'ai juste arrêté d'attendre qu'elle s'excuse. Elle ajouta une dernière ligne. Une petite cicatrice au-dessus du sourcil, quelque chose que seule une personne ayant aimé profondément pouvait se rappeler. Puis elle recula, regarda la toile et murmura. Ce n'était pas une bonne mère, mais c'était de la mienne, et ça compte, même si ça fait mal. Ce soir-là, elle ne cacha pas le tableau. Elle le laissa près de la fenêtre, laissa la lumière l'éclairer. Nous le laissait voir, parce que certains souvenirs n'ont pas besoin d'être effacés, juste reconnus. La pluie est tombée doucement ce soir-là, rythmée, presque comme un souvenir qui frappe à la porte. Je n'arrivais pas à dormir. Alors, je suis allé chercher la vieille boîte en bois, celle avec les élastiques, les tickets de cinéma effacés, les dessins froissés des filles. Tout au fond, plié en deux, jauni sur les bords, une lettre. Mon écriture. Je l'ai ouverte et tout m'est revenu d'un coup. La nuit où je l'avais écrite, la dispute, le silence. Cette pensée. Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que je devrais partir. Elle disait, à mes filles, si un jour vous vous réveillez et que je ne suis pas là, sachez une chose. Ce ne sera jamais parce que j'ai cessé de vous aimer. Ce sera parce que je ne savais plus comment vous protéger. Parce que je pensais que vous seriez peut-être mieux sans quelqu'un qui se brise en silence. J'avais peur. Pas de Laurence, pas de partir, mais de vous perdre. Si je pars, ce n'est pas un adieu. C'est la promesse qu'un jour, quand j'irai mieux, je retrouverai le chemin vers vous. Vous êtes la plus belle chose que j'ai jamais aidé à mettre au monde. Et même si je disparais, cette vérité, elle, ne disparaîtra jamais. Papa, je suis resté là longtemps. Puis je suis allé au salon. Les filles regardaient quelque chose à moitié endormi sur le canapé. J'ai pris une inspiration. J'ai quelque chose que je n'ai jamais voulu cacher. Elles se sont tournées, ont écouté. J'ai lu la voix stable, jusqu'au dernier mot. Sophie a tendu la main et a pris la mienne. Émilie a murmuré. Tu n'es jamais partie. Chloé a hoché la tête, les larmes déjà aux yeux. Et même si tu l'avais fait, on t'aurait retrouvé. Parce que c'est ça, la famille. On se perd, mais on revient toujours. Le soleil entrait dans la maison, cette lumière lente et dorée des premiers jours de printemps. Dans la cuisine, Chloé réchauffait du café. Sophie dessinait sur une serviette en papier à la table. Émilie, appuyée contre le plan de travail, lisait un email, un sourire doux aux lèvres. Je suis sorti sur le perron. Sur le mur, à côté de la porte, était accrochée la photo que Chloé avait prise l'année dernière. Nous quatre sur les marches, sans filtre, désormais encadrés en chaîne. À l'intérieur, sur l'étagère, un petit cadre se tenait à côté des livres de droit d'Émilie. La lettre que j'avais écrite, maintenant retapée à la main par Sophie, toujours signée Papa. Le documentaire. Chloé se préparait pour la première projection locale. Elle n'avait pas ajouté de monologue final, juste un fondu avec la même photo et une seule phrase. Voilà à quoi ressemble la survie quand elle choisit la douceur plutôt que l'armure. Émilie rit depuis la cuisine. Le professeur Mayer m'a écrit « Il a une place pour moi dans l'équipe de recherche en éthique le semestre prochain. » J'ai souri. Sophie s'est levée, est venue vers moi et sans un mot, m'a tendu un nouveau dessin. Le même perron, mais cette fois, nous quatre plus âgés, toujours assis ensemble, toujours souriants. Je les ai regardées, mes filles, pas comme des victimes, pas comme des morceaux recollés, mais comme des êtres humains entiers qui avaient choisi de rester. Et à cet instant, j'ai compris. Nous n'avons pas besoin d'une fin parfaite. Nous avions juste besoin d'une fin où nous sommes encore là, ensemble. Et peut-être que c'est tout ce que nous voulons vraiment. Être vus, être gardés, rentrer chez soi et savoir qu'on n'aura plus jamais à repartir.